Rebonjour. Maintenant qu'on a parlé de l'interférence faite par deux fentes minces, donc avec l'expérience de Young, et qu'on a parlé de l'interférence produite par une seule fente, donc le phénomène de diffraction, on va maintenant combiner les deux. Donc quand on a deux fentes, mais qu'on considère aussi l'interférence que chacune des fentes fait avec elle-même, c'est quoi le résultat que ça fait? Alors, on va considérer le cas avec deux fentes pour l'instant, on s'attaquera à plus que deux fentes par la suite. On a vu qu'avec l'expérience de Young, donc le déphasage produit par les deux fentes, donc entre un rayon qui part d'une fente, un rayon qui part de l'autre fente, mais c'était seulement dû à la différence de marche, donc à la différence de parcours. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de déphasage dû aux sources, il n'y avait pas de déphasage dû aux réflexions. Donc on avait que le déphasage était 2π sur lambda fois la différence de parcours, qui elle-même était égale à d, la distance entre les fentes, fois sinus de θ. À cause de cette interférence, dans le fond, on avait deux sources de même amplitude. Et il y a quelques vidéos de ça. On avait dit que l'intensité produite par deux sources était égale à 4 fois l'intensité produite par une source, fois le cosinus carré de la moitié du déphasage. Donc, on avait ça c'était deux sources distantes séparées d'une distance d. I1, donc c'était l'intensité produite par une seule fente, donc 4 fois plus quand c'était une interférence qui était constructive. On a aussi vu qu'il y avait un déphasage lié à la diffraction. Donc ça, c'était entre les deux extrémités d'une fente, alpha, le déphasage qu'on avait, donc le déphasage entre les deux extrémités, lui aussi dépendait seulement de la différence de parcours. Sauf qu'ici, la différence de parcours, c'était pas la distance entre les fentes, fois sinus de θ, c'était la distance entre les deux extrémités de la même fente. Donc, en fond, c'est la largeur de la fente fois sinus θ. Et avec ça, on avait dit que l'intensité était donnée par cette équation-ci. Donc, encore une fois, un maximum au centre, mais on avait des minimums ailleurs. Imax, c'était l'intensité au centre de l'écran, donc au centre de la figure de diffraction qu'on appelle. Maintenant, si on combine les deux ensemble, donc on sait que chaque fente agit comme ça, puis le fait qu'il y a deux fentes, ça va s'additionner le tout. Alors, en combinant les effets de l'interférence et de la diffraction, l'intensité lumineuse sur un point éloigné des deux fentes, donc on est encore une fois dans un cas de diffraction de Fraunhofer seulement, donc l'écran est très 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 loin des fentes, on a ça ici. Donc c'est quoi cette grosse équation-là? En fait, pour la diffraction, seulement on avait Imax fois sinus carré, le carré de sinus de alpha sur 2 sur alpha sur 2. Donc ça ici, c'est la partie due à la diffraction. Et l'interférence, c'était 4 fois cosinus carré de la moitié du déphasage fois l'intensité qu'on avait juste à cause d'une seule. Donc, quand on en a deux et que de la diffraction, ben essentiellement, c'est ce que ça donne. Donc, I0, c'est quoi? Ben, c'est l'intensité au centre produite par une seule fente. Quand on a plus que. Donc, si on a deux fentes, ça va être 4 fois le résultat quand on est au centre. Si on est ailleurs qu'au centre, ben là, des fois, ça va être constructif, des fois, ça va être destructif. Les déphasages dus à la diffraction, alpha, et dus à l'interférence delta phi, c'est ceux qu'on avait établis précédemment. Donc ça, le fait qu'on considère l'interférence et la diffraction en même temps, ça n'a pas changé les définitions de chacune séparément. Donc c'est toujours uniquement dû à la différence de parcours. Et dans un cas, donc le cas de la diffraction, la différence de parcours, c'est dû à la largeur de la fente. Et dans le cas de l'interférence, donc ce qui est dû aux deux fentes, la distance de parcours est associée à la distance entre les deux fentes. Donc c'est pas mal le même principe ici, mais ce qu'on va remarquer, c'est que la distance entre les fentes D, ça va toujours être quand même plus grand que la largeur de la fente. Il y a une fente qui n'est pas à l'intérieur d'une autre fente. Donc la distance est toujours plus grande. Donc si c'est plus grand, ça veut dire que delta phi il va grimper plus vite avec l'angle que alpha. Donc on peut voir ça ici comme alpha, c'est quelque chose fois sinus θ. Le quelque chose pour alpha est plus petit euh, que pour le delta phi. Donc, autrement dit, si on retombe dans l'équation d'en haut, ce qui est à l'intérieur du cosinus carré va varier plus vite que ce qui est à l'intérieur du sinus ici. Donc, on va avoir plus souvent des min-max, min-max, min-max pour l'interférence. Donc, ça va arriver plus fréquemment
qu'un angle θ nous donne un 0 ici, ou un 1 ici, ou un 0 ici, ou un 1 ici. Donc, ce qui va nous donner des min ou des max d'interférence, ce qu'on avait obtenu quand on a fait l'expérience de Young. Et de temps en temps, mais plus rare, vu que A est plus petit, donc alpha va monter moins vite, si on peut dire. Donc, ça va être plus rare, mais de temps en temps, on va tomber sur un min ici ou sur un max ici, donc sur 0 ou sur 1. Mais ici, plus souvent. Donc, c'est possible qu'en deux minimums de diffraction, on ait plusieurs min et max d'interférence. Et oui, D, la distance entre les fentes, chaque fente a une largeur de A. Donc, quand on va combiner deux fentes, on va toujours assumer que chaque fente a la même largeur. Puis quand on va combiner 3, 4, 5, 6 fentes, bien, toutes les fentes vont avoir la même largeur et la distance entre les fentes va toujours être la même aussi. Ça nous donne quoi quand on fait le graphique de l'intensité, donc la grosse équation précédente? Ça ressemble à quelque chose du genre. Donc, sur un écran, l'intensité serait maximale au centre, parce que c'était maximum au centre, autant pour l'expérience de Young que pour la diffraction. Donc, quand on combine les deux, c'est sûr que ça va être encore un maximum. Et ce qu'on remarque ici, c'est que ça, c'était le gros maximum central de la diffraction, donc qui était 2 fois plus large que le reste. Et comme je le disais, entre des minimums de diffraction, on a plusieurs max et min d'interférence. Maintenant, on va faire ça dans un exemple. Donc, si on voulait savoir, il y a combien de petits points lumineux à l'intérieur d'une grande tache lumineuse, disons. Donc, on a un laser rouge, 632 nanomètres, encore une fois, qui éclaire deux fentes larges de 0,01 mm qui sont séparées d'une distance de 0,056 mm. L'écran est situé à 2 mètres des fentes, donc 2 mètres, c'est quand même une très grande distance par rapport à la largeur des fentes, par rapport à la distance entre les fentes et par rapport à la longueur d'onde. Donc, diffraction de Fraunhofer, nos équations s'appliquent, ça marche. La question, combien y a-t-il de maximum d'interférence? Donc, combien il y a de maximum d'interférence créé par les deux fentes à l'intérieur du maximum central de diffraction, donc à l'intérieur de l'interférence causée par la largeur des fentes. Donc, on s'entend, il y a toujours de l'interférence et de la diffraction. Là. Et la diffraction, c'est un phénomène qui contient de l'interférence. Mais quand on dit les maximums d'interférence, on parle de ce qui est créé par les fentes elles-mêmes, euh, une fente par rapport à l'autre fente. Et quand on parle de diffraction, on parle de un point et un autre point à l'intérieur de la même fente. Donc, c'est juste au niveau du vocabulaire. Alors, si on veut savoir, il y a combien de maximum d'interférence à l'intérieur du maximum principal de diffraction, mais il faudrait trouver le maximum principal de diffraction. Il est grand comment? Ou en fait, il s'arrête où? Puis on va savoir, rendu là, mais on est rendu à combien de maximum d'interférence. Alors, le maximum central de diffraction s'étend de grand M égale 1 jusqu'à grand M égale moins 1. Ça, c'est la position des premiers min de diffraction de part et d'autre. Donc, encore une fois, on va trouver seulement la position grand M égale 1, vu que c'est symétrique de l'autre côté. Alors, A sin θ est égal à grand M fois lambda. Ça nous donne la position des min de diffraction. Puis si grand M est égal à 1, ben, on le remplace par 1 dans l'équation. Et avec ça, on pourrait trouver l'angle. Donc, on connaît tout là-dedans. Là. On pourrait trouver l'angle, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas tout de suite, puisque ce ne sera pas nécessaire, mais on comprend qu'on serait capable de trouver la valeur de l'angle θ. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est à cet angle θ-là précisément, quand on arrête d'être dans le maximum central de diffraction, on est où dans l'interférence? Donc l'interférence, c'est cette équation-ci, donc c'est très similaire. C'est juste qu'on prend D, la distance entre les fentes, au lieu de A, la largeur de la fente, et on prend un M minuscule. L'autre différence aussi, c'est que cette équation-là s'applique pour les maximums. Si on voulait trouver un minimum, donc combien il y a de minimum d'interférence à l'intérieur du maximum de diffraction, il aurait fallu prendre m plus une demi fois lambda. Mais je dirais plus souvent qu'autrement, on s'intéresse au maximum en ce qui a trait à l'interférence et au minimum en ce qui a trait à la diffraction. Alors, supposons qu'on a trouvé c'était quoi l'angle θ ici. On mettrait l'angle θ ici et on trouve c'est quoi la valeur de m. Donc, on est rendu à combien de maximum. Mais comme je le disais tantôt, on n'a pas vraiment besoin de trouver la valeur de l'angle. Je peux juste isoler sin θ là-dedans. Sin θ, c'est égal à quoi? C'est lambda sur A. Donc ici, je vais mettre lambda sur A à la place. Ça revient au même. On a juste
sauver des calculs, mais si ça vous aide mieux à comprendre, à la première étape, vous trouvez l'angle, vous mettez le même angle dans la deuxième étape, ça fonctionne quand même. Ce qu'on remarque, c'est que le problème ici ne dépend pas de la longueur d'onde, parce que la lambda, on peut le diviser de part et d'autre. Donc, on va voir que M, donc le numéro du maximum d'interférence qu'on est rendu, va être égal à D sur A. Donc, il y a combien de maximum d'interférence à l'intérieur du maximum central de diffraction? Ça dépend que de la largeur des fentes et de la distance entre les fentes. Ça ne dépendra pas de la couleur de la lumière. Alors, on disait que M c'est égal à D sur A. On peut mettre nos valeurs là-dedans. Donc, tant qu'on les met dans les mêmes unités, si c'est en millimètres, ça fonctionne. Ça nous donne 5,6. Qu'est-ce que ça veut dire 5,6? Ça veut dire que quand on arrête d'être dans le maximum central de diffraction, quand on tombe sur le premier min, grand M égale à 1, ben, on est entre le cinquième et le sixième max d'interférence. C'est-à-dire que le sixième maximum d'interférence, il est trop loin, il n'est pas à l'intérieur du maximum central, mais le cinquième l'est. Donc, on arrête d'être dans le maximum central entre les max 5 et 6. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a 5 qui sont à l'intérieur d'un côté. Donc, il y a 5 maximums d'interférence d'un côté du centre, mais si on allait du côté négatif, il y en aurait eu 5 aussi. Et il ne faut pas oublier de rajouter le central, le m égale 0, c'est un maximum. Il ne faut pas l'oublier, parce que si on compte 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ben on l'a comme sauté le 0, donc il faut l'inclure. Donc, au total, la réponse à la question, il y a 11 maximums d'interférence à l'intérieur du maximum central de diffraction. Je suis parfaitement conscient que sans voir ça, sans voir un laser qui éclaire deux fentes, puis on voit la figure d'interférence sur un écran ou sur un mur éloigné, c'est pas évident. Donc, si j'ai mis la figure d'interférence, de diffraction qu'on obtiendrait, en fait, c'est la même figure que je vous avais montrée précédemment, mais ça correspond pas mal environ aux valeurs qu'on a. Donc, ce qu'on a trouvé ici, on a trouvé c'était quoi l'angle, ou en fait, on a trouvé l'équation pour l'angle de la fin du maximum central, donc à grand M égale 1. Et après ça, on a trouvé que ça correspondait entre 5 et 6. Donc, le cinquième est à gauche, le sixième serait à droite. Donc, ça veut dire qu'on a combien? Ben, on a le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, le 0, le moins 1, le moins 2, le moins 3, le moins 4, le moins 5. Et entre le m égale moins 5 et m égale moins 6, on tombe sur notre autre minimum. Donc, c'est les 11 maximums d'interférence qui sont à l'intérieur du maximum principal, le maximum central de diffraction.